Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 30 mars 2023. Donc, nous sommes à la fin du premier trimestre de cette année et on verra quel sera le produit intérieur brut durant ces trois mois. On suppose qu'il va être positif. Là, on parle des États-Unis, mais on parle naturellement aussi du Canada. Euh, de quoi on parle aujourd'hui? Notez bien le titre. Le titre est la théorie des cafards. Donc, ça ne veut pas dire qu'avoir le cafard. C'est vraiment les cafards comme tels, c'est-à-dire les blattes, c'est ça comme on dit, vraiment. Est-ce que c'est une théorie? Oui, c'est une théorie. Qui a fait la naissance de cette théorie? À mon avis, la théorie se retrouve surtout avec M. Warren Buffett. Quand M. Warren Buffett fait un investissement et puis il trouve que ça ne marche pas tellement, et surtout, ça ne marche pas tellement, pas parce que ça va mal tout de suite, mais parce qu'il y a des symptômes de malaise à quelque part et tout ça. Et donc, il dit quand il y a un problème à l'intérieur d'une compagnie et la compagnie dit qu'il y a un problème, ça cache d'autres problèmes qu'il y a en arrière. Donc, il dit c'est comme voir à la cuisine, voir un cafard qui se promène, et donc on sait que toute sa famille, à lui, du cafard n'est pas loin. Et donc, ça veut dire une chose négative, ça cache beaucoup d'autres choses négatives en arrière. Est-ce que c'est une théorie pessimiste? Est-ce que c'est vrai? En réalité, du côté finance, c'est assez vrai. Par exemple, la Banque de Californie qui a fait faillite à présent, donc la Silicon Valley Bank, finalement, il y avait des symptômes avant. Ceux qui comprenaient les symptômes, c'était comme voir le cafard dans la maison, dans la cuisine, et puis ça voulait dire qu'il y avait pire après que ça venait. Il y a, dans le cas de M. Buffett, parce que c'est lui qui parle des cafards à un certain moment, donc la théorie des cafards, c'est-à-dire qui dit que justement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas, mais qui sont cachées en arrière, mais tôt ou tard, ça va sortir. Donc, ça vient probablement de deux investissements qu'il avait faits. Un premier investissement, c'était avec Tesco. Et Tesco, c'est une compagnie qui ressemble un peu à Costco, à nous ici, dans le sens que c'est des grandes surfaces. Ensuite, ils donnent l'alimentation, mais aussi des choses pour la maison. Ensuite, il y a une carte de fidélité, tout ça. Ça rappelle beaucoup un peu Costco. Mais ça, c'est britannique et c'est une immense société qui est dans plusieurs pays. Et donc, lui, il avait investi de l'argent là-dedans, mais finalement, il y a eu pas mal de déboires dans cette compagnie, surtout pour des problèmes de comptabilité. Une comptabilité qui ne révélait pas vraiment la réalité, mais qui disait après, ben, on s'est trompé, on va refaire. Finalement, il a préféré sortir de là parce que justement, il a dit, ça c'est un premier cafard, qu'est-ce que ça va être tout le reste? Et donc, il a préféré sortir de son investissement qui était très gros, il a perdu 444 millions. Mais il a préféré perdre 444 millions que de s'attendre à bien pire. Vous pouvez le voir dans la référence que vous avez, qu'on vous donne. Vous avez aussi vous avez naturellement celle à propos de Tesco. Et aujourd'hui, ça révèle que Tesco, c'est une grande, immense société, etc. Mais si vous lisez son histoire, ben, il a eu des hauts et des bas. Les années passent parce que dans le cas de Tesco, tout ça c'est arrivé en mars 2015. C'est en mars 2015 qu'il y a une entrevue qu'il a donnée à la télévision. Il a dit il y a un cafard à la cuisine et il n'y en a pas jamais un seul dans la cuisine de cafard à propos de cette compagnie. Et donc il y en aura d'autres. Donc il est sorti de cette compagnie, de l'investissement qu'il avait. Il a préféré encaisser une perte. Un deuxième cas dans lequel il a sorti l'histoire de la théorie du cafard, c'est quand il a investi dans regardez ici c'est marqué, c'est ça? Wells Fargo, dans Wells Fargo. Donc Wells Fargo, c'est quoi au juste? C'est une banque. Mais c'est une banque, une des plus grandes banques, naturellement, si vous regardez l'histoire dans la référence de ce qui c'est Wells Fargo, c'est vraiment une grande banque. Par contre, c'est une banque qui a évolué avec le temps énormément. Et c'est une banque avec apparemment des choses aventureuses. Mais c'était qui, c'est Wells Fargo? Ben, c'était Wells, c'est un monsieur, et Fargo, c'est un autre monsieur. Les deux se sont associés et ils ont fait comment dire, quand il y a eu, parce qu'il faut faire un pas en arrière, quand il y a eu à un certain moment la ruée vers l'or en Californie, ça c'était en 1848-1852, il y avait à peu près 300 000 personnes qui sont arrivées en Californie pour aller chercher l'or.
donc l'or en Californie, vers le nord de la Californie. Après quoi, ça devenait tellement difficile de sortir l'or que ça prenait de la machinerie que la plupart des gens n'avaient pas. Et donc, il y a par contre, tout de suite après, un peu après, on a découvert l'or au Yukon. Donc, l'or au Yukon, c'était 1897-1899, la grande ruée. Le Yukon, c'est au Canada, naturellement. Et tout près du Canada, il y a l'Alaska. Donc, l'Alaska aussi a fait, ça a été la course à l'or en Alaska. Finalement, qu'est-ce que ça prenait quand les gens sortaient l'or? Et il avait l'or, où est-ce qu'il le mettait? Donc, il le confiait à un transporteur, lequel le transportait dans une banque, je ne sais pas, à Philadelphie, je ne sais pas. Et donc, finalement, ça prêtait un transporteur. Qui était le transporteur? Bien, la compagnie Wells Fargo. Donc, Wells Fargo, c'était une compagnie dont le symbole, jusqu'à très récemment, je crois, était la diligence traînée par 6 chevaux et qui traversait, je ne sais pas, tout l'Ouest et puis à la course pour porter et la poste. Donc, c'était un service de poste et un service de livraison de marchandises et livraison de l'or, finalement, qui prenait des gens, des chercheurs d'or et puis qui le transportaient dans des banques et puis tout ça. Donc, le Wells Fargo, donc dans ce sens-là, c'est une compagnie un peu, comment dire, aventureuse en quelque sorte. Et ça restait un peu avec cet esprit-là. Donc, Wells Fargo a fait beaucoup d'acquisitions. Après, est devenu une banque, purement une banque, mais aussi avec le transport. Par exemple, regardez, en 1983, le plus grand vol d'argent fait à... Vous savez, au camion, par exemple, de Garda, aujourd'hui, ici au Canada, je pense que c'est Garda, dans l'ancien temps, c'était Brinks, les camions de la Brinks, qui transportaient donc l'or, qui transportaient les devises et tout ça. Et donc, à l'époque, en 1983, c'était, encore une fois, la compagnie Wells Fargo qui avait un service de camion pour transporter donc la monnaie, l'argent. Donc, ils ont eu un vol créé parce qu'il y avait une personne à l'intérieur, des gardiens qui étaient en réalité au solde de quelqu'un d'autre. Et puis finalement, il a trahi le système. Et puis finalement, le camion transportait, regardez bien, transportait 7,7 millions de dollars. Et l'argent a été, notez bien, à l'époque, qui avait organisé le vol, c'était le gouvernement du Cuba. Et finalement, où est allé cet argent? Ben, il est allé au Mexique. Donc, ça vous montre un peu, comment dire, le monde un peu avant. Enfin, finalement, Wells Fargo n'a rien à voir là-dedans, mais elle a fait beaucoup d'acquisitions. En faisant des acquisitions, elle voulait acheter à un certain moment une banque qui s'appelait Vacova. Et puis, ça, c'était en 2008. Et c'était la Citibank qui avait offert d'acheter la banque, cette Vacova. Et puis, finalement, ils ont fait de tout, finalement, chez Wells Fargo pour eux l'acheter. Ils sont finis en cours, enfin, toutes sortes d'affaires. Si vous lisez les aventures de Wells Fargo comme banque, y compris le dernier, c'était, je pense, il y a quelques années seulement, et moins que ça, il y avait un employé qui déroutait, enfin, enlevait de l'argent, envoyait de l'argent au Mexique dans des comptes qui étaient fictifs. Et donc, toujours de la banque. Ce monsieur-là, aujourd'hui, est en prison. Mais pour vous dire, il y a un peu un sens de l'aventure. Mais monsieur Buffett était largement investi là-dedans. Donc, à un certain moment, quand c'est sorti des premiers déboires de comptabilité qui n'étaient pas bonnes, et surtout, Wells Fargo a eu beaucoup d'amendes, enfin, des pénalités de l'autorité des marchés financiers américains. Et donc, finalement, c'est là que M. Buffett a dit, à un certain moment, dans une entrevue qu'il a donnée à la télévision, il a dit, OK, dans le cas de Wells Fargo, il y a un cafard, mais la famille n'est pas loin, en arrière, la famille du cafard, pour dire qu'il y avait d'autres problèmes. Et en effet, il y avait d'autres problèmes. En même temps, par contre, on ne peut pas dire qu'il a perdu de l'argent. Le titre, quand même, la banque est bonne comme telle, mais c'est volatile en quelque sorte. Donc, ça vient de là. À présent, il faut vous dire, la Wells Fargo, ça fait partie comme des films, vous savez, les films western qu'on avait avec la diligence, avec les gens qui
qui finalement traversaient les déserts et puis tout ça avec les chevaux puis tout ça. Beaucoup de films ont été faits là-dessus. Eh bien, un des associés de Wells et Fargo, les deux messieurs, c'était un troisième qui s'appelait, peu importe le nom, mais les trois ont fondé aussi American Express. Celle que nous on connaît aujourd'hui, American Express a été fondée par donc les trois associés qui étaient Wells Fargo plus le troisième. Et naturellement, American Express n'a rien à voir avec la banque. C'est une banque en soi, American Express. Mais pour vous dire, qu'est-ce qu'elle faisait, American Express? Regardez, elle faisait des chèques de voyage. Et donc, ils étaient dans les voyages déjà. C'était juste le transport de l'or, le transport de la poste, et puis tout ça, de Wells Fargo. Finalement, ça traduisait aussi dans le fait d'avoir, par exemple, des chèques de voyage qui permettaient d'investir, aller dans un autre pays et avoir un chèque qui permettait d'être encaissé selon la monnaie du pays dans lequel on allait. Donc, American Express a toute une longue histoire. Naturellement, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec Wells Fargo, mais pour vous dire, tout est né à cette époque-là de la ruée vers l'or. Bon, mais donc, M. Warren Buffett, c'est un homme de grand succès financier. Naturellement, il a eu des déboires, il a eu des choses qui étaient négatives. Donc, une a été Tesco. Bien que Tesco est toujours là comme compagnie, et ça va très bien, je crois. Elle a une grande expansion dans le monde, et puis tout ça. Ça reste que lui, il n'était pas content du tout de voir les manigances comptables et tout ça. Et il a préféré sortir de là et encaisser une perte. Pour lui, la perte de 440 millions, quand même, c'est pas une bagatelle quand même si lui est ultramilliardaire. Et ensuite, dans le cas de Wells Fargo, je pense qu'il est toujours dans Wells Fargo. La seule chose, c'est que naturellement, à l'époque, quand il s'est plaint à la télévision, c'est parce que justement ça sortait des manigances de comptabilité et aussi que l'autorité des marchés financiers américaine donnait des pénalités à Wells Fargo. Et naturellement qu'aux États-Unis, c'est lourd, l'autorité des marchés financiers. Et donc, quand elle agit, boum, c'est vraiment là. Voilà, c'est pour vous dire tout ça. Donc, la théorie des cafards, ce n'est pas avoir le cafard, comme on dit en français, mais c'est vraiment les insectes horribles là, que personne n'aime. Et que finalement, quand on en voit un, l'idée c'est qu'il y en a pas mal en arrière qui pourraient suivre. Je dois vous dire, moi j'ai vécu personnellement, je suis allé une fois en Turquie, par exemple, à Ankara, et je demande un bel hôtel, donc un bon hôtel. J'arrive dans ce bon hôtel, puis le soir, j'ouvre mes bagages et puis je sors. Et puis, je sors de la chambre pour aller manger à l'extérieur. Et puis, quand je reviens, les cafards étaient là. Et d'où ça venait? Ça venait de la salle de bain. C'est-à-dire, la baignoire comme telle n'avait pas un tube en U, c'est ça comme on dit, en dessous de la baignoire. Donc, il passait par là. Le tube était droit, directement, ça allait directement dans la baignoire. Et donc, finalement, de là sortaient papa, maman et tous les enfants. Donc, quand je suis retourné à l'hôtel le soir, je me suis retrouvé plein de cafards. Naturellement, je me suis plaint j'ai demandé de changer la chambre. Mais ils étaient tellement habitués à ça, ça dérangeait pas beaucoup. Enfin, on était un peu, ma femme et moi, c'est comme si on était un peu dérangés ou déréglés pour s'impressionner pour ces cafards. Donc, pour ça que j'ai une expérience, moi aussi, de cafard, si on peut dire comme ça. Si on en voit un, il y en a pas mal en arrière. Et sur la finance, allez voir sur Investopedia et sur d'autres sites qu'on vous cite, et la théorie des cafards, elle est là. Après quoi, bonne soirée à tout le monde.